Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Foissière, au cœur du bocage nantais, pour revivre les meilleurs moments de la classique Loire-Atlantique. 23e édition de la course créée et patronnée par l'inusable Jean-Luc Chaillot. Sous un temps contrasté alternant éclaircies et averses, les 120 coureurs se présentent pour la traditionnelle présentation des équipes de cette troisième manche de la Coupe de France FDJ. À commencer par l'équipe World Tour Cofidis Solutions Crédit qui présente un effectif solide, articulé autour d'Axel Zinglet et d'Anthony Pérez. L'Occitan, pourtant vainqueur sortant, n'aura pas le privilège de porter le dossard numéro 1. Ouais, déjà j'ai eu une mauvaise surprise hier, je vois même pas le dossard 1, je dis putain. C'est dur de gagner des courses et en plus t'as même pas la récompense quoi, tu vois. Là ça va, écoute on verra aujourd'hui, c'est un peu l'inconnu parce que Tirreno j'étais équipier donc je me suis pas illustré et voilà, après on verra ce que ça donne aujourd'hui. Peut-être un peu plus décousu, un truc un peu moins traditionnel avec des attaques d'entrée et peut-être des petits groupes un peu parsemés déjà à mi-course, tu vois. Et les courses que nous allons retrouver maintenant. Plusieurs atouts susceptibles de briller. Le local, originaire de Saint-Sébastien-sur-Loire, Alan Joussomme, accompagné d'Alexis Viermo ou encore de Mathieu Burgodeau, malchanceux ici l'an dernier et qui sera revanchard. Nouvellement promus en World Tour, les Bretons d'Arkea Samsic réalisent un début de saison solide. Ils arrivent avec de l'ambition, portés par les expérimentés Laurent Pichon et Kevin Le Danois, mais aussi par la fougue de la jeunesse incarnée par Ewen Kostiou et Mathis Lebert. Parce que ça ressemble aux amateurs, comme j'étais l'année dernière, c'est bim bam boum tout le temps, ça arrête jamais. Et bon, il y a quand même de très bons coureurs, ça va faire la course dès le départ. Et puis avec un temps comme ça, au bout de 2-3 tours, ça peut être fini. Ouais. C'est un peu voilà, vire tout ça, donc ouais, il y a de quoi faire. Il va falloir être vigilant dès le départ et pas un coup de retard, parce que sur un circuit comme ça, je pense que c'est fini après. Ouais. Bon, on a plusieurs cartes, donc il y a pas vraiment, voilà, on n'a pas vraiment de leader, donc on va jouer. On a plusieurs cartes pour jouer. On a tout le monde qui marche très bien, je pense. Donc voilà, on a Kevin qui est à la maison aussi, presque. Donc ouais, ça va aller. Hein. À 26 ans, Damien Touzé sera le plus vieux coureur de l'équipe AG2R Citroën, qui s'avance donc avec un effectif rajeuni. Bastien Tronchon, Paul Lapéra ou encore Valentin Retailleau. Le capitaine de route est en quête de sensations. Je me sens bien, j'ai eu quelques petits problèmes au genou en début d'année, donc j'ai pas pu faire Paris-Nice, donc c'est un peu ma semaine de reprise, on va dire, avec Denain et aujourd'hui et demain, donc la forme va monter progressivement. Ouais. Je vais essayer de jouer la victoire. J'ai vu qu'à Denain j'étais déjà dans le match, donc aujourd'hui c'est un circuit que je connais bien, donc je vais essayer de faire des efforts mais intelligemment et jouer la victoire. Un circuit que tu connais bien, c'est des bons ou des mauvais souvenirs finalement ici? Ouais, c'est un peu les deux, mais bon, ça reste des bons souvenirs quand même. Faire un podium au championnat de France, on peut pas dire que ce soit un mauvais souvenir. Après, c'est sûr que tout coureur veut être champion de France, donc voilà. Après, c'est comme ça, mais c'est pas non plus une grosse déception. Thierry Bricot encadre une équipe Groupama FDJ qui laisse une part belle à la jeunesse. Le jeune pousse dénué de tout complexe, à l'image de Lewis Aski, deuxième ici l'an dernier, et de Paul Penouette, le sprinter, en quête de sa première victoire professionnelle. Ça peut me convenir, c'est sûr. Après, c'est vraiment une course difficile. Je l'ai faite il y a 2 ans, c'était vraiment sous le déluge et le vent, et ça avait vraiment été difficile. J'avais bâché d'ailleurs. C'était vraiment dur. Après, voilà, j'ai progressé depuis et je pense que c'est des courses que j'aime bien. C'est pas non plus super long, 180 bornes, donc ça peut le faire. Mais on a aussi de grosses cartes dans l'équipe avec Lewis, Lorenz qui marche fort aussi. On a vu sur Nocuré et Denain. Donc il y a vraiment, je pense, vraiment de quoi faire une belle course de mouvement. Et puis moi, je serais plus dans un rôle un peu défensif, suiveur et voir ce que ça peut donner sur la fin. Ouais. À 12h30, très précisément, le départ est donné dans la localité de la Foissière. C'est parti pour 184 km répartis en 11 tours de 16 km 800. Un parcours bien connu, c'est ici qu'avaient eu lieu les championnats de France en 2019, remportés par Warren Barguil. On est parti donc direction Château-Thébault, Saint-Fiacre-sur-Maine, donc par-delà le bocage et les vignes nantaises, avec évidemment la difficulté du jour, la côte de Saint-Fiacre, avec ses passages à plus de 15%. 20 équipes au départ des World Tour françaises, AG2R Citroën, Groupama FDJ, Cofidis ou encore le team Arkea Samsic, mais également des Conti Pro comme Total Energy, Saint-Michel, Mavic, Aubert 93 et des équipes étrangères, les Belges du team Flanders Paloise, les Américains de Human Power Health ou encore les Espagnols de Burgos BH ou encore Euskaltel Euskadi.
Dès le départ, quelques velléités offensives. On voit un coureur de AG2R Citroën se mettre à l'avant, essayer de durcir. C'est également le cas d'un coureur de Saint-Michel Aubert 93 et du team Arkea Samsic. C'est même là Mathis Lebert que l'on a vu très à son avantage sur les routes belges du Hit Newsblad et qui essaye de prendre la première échappée. Vous le voyez, les conditions météorologiques sont assez changeantes. Il y a certains moments où il y a des averses, d'autres où le soleil réapparaît. Ça va être un petit peu le thème de la journée. Au niveau des conditions aérologiques, on le sait qu'il y a certaines portions qui sont ouvertes au vent, mais le vent nous laisse tranquilles. Aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de possibilité d'avoir des bordures, malheureusement. Mathis Lebert qui a de la suite dans les idées, mais malheureusement, ça ne veut pas casser derrière le français de l'équipe de Emmanuel Hubert. Une première échappée avec 2 hommes déjà en tête et un 3e qui essaye de recoller. On trouve là Aaron Gate, étonnant, le sprinter, et qui se retrouve donc échappé dès les premiers kilomètres. C'est peut-être pas un nom que l'on attendait aussi vite devant. Il est accompagné de Jacob Eriksson. 2 hommes en tête, il y a un homme en contre qui essaye de faire la jonction pour revenir sur ce duo de tête. Ils sont même 2 à essayer de rentrer. Il s'agit de Mathis Julien et de Damien Girard. On retrouve là donc un pensionnaire de l'équipe du Sud, le Nice Métropole Côte d'Azur. Avec donc Damien Girard et son dossard numéro 73. Un quatuor de tête qui n'a que quelques mètres d'avance seulement sur le peloton et qui finit par être repris. Une autre tentative. On est à plus de 150 km de l'arrivée et on essaye de créer cette échappée dite matinale avec un habitué des échappées. Il s'agit de Maël Guégan qui essaye de créer le bon coup. Il est accompagné de James Fouché et de Axel Narbonne-Zuccarelli. Il y a même un 4e homme qui se joint à eux. Il s'agit de Jack Rodkin-Gray, le Britannique du team Saint-Piran. 4 hommes donc en tête avec, ça y est, une petite avance qui commence à être significative. On est autour des 30 secondes alors que la pluie a de nouveau fait son apparition sur les routes nantaises. Moment choisi par un Belge pour partir en contre. Il s'agit de Toon Clean Hands du team Flanders Paloise qui sent que le bon coup est en train de se décider. Il se dit c'est maintenant ou jamais si je veux rentrer sur la tête de course. Bel effort réalisé là par le jeune Belge qui va trouver un équipier de fortune. Il s'agit de Florian Carpentier, le français, le tricolore de l'équipe Team Ecoflow Chrono, une équipe canadienne qui est la réserve officieuse évidemment de Israël Première Tech. En tout cas, il y a des liens entre les 2 équipes et là c'est Florian Carpentier qui rejoint donc le Belge et qui va essayer dans ce baraki, ce petit contre-la-montre à 2, de rentrer sur le quatuor de tête. Et après quelques kilomètres d'effort, les 2 courageux parviennent à faire la jonction. Ils sont donc 6 maintenant à ouvrir la route. Il reste 150 km à parcourir et le scénario de course attendu se met en place. 6 hommes à l'avant, on va vous décliner leur identité et derrière le peloton qui laisse du champ. On va compter jusqu'à 6 minutes d'avance pour ces 6 hommes de tête. On retrouve là donc James Fouché pour l'équipe Bolton, Maël Guégan, le tricolore du CIC Nantes Atlantique, un habitué des échappées qui multiplie les tentatives de fugue depuis le début de la saison. On retrouve également le Corse de l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur, Axel Narbonne-Zuccarelli. Également à l'avant, Jacques Rodkin-Gray du team Saint-Piran, le Britannique de 20 ans que l'on avait vu s'illustrer sur les routes du Crest-Brest l'an passé où il avait terminé 16e. Belge qui est arrivé dans un second temps, Toon Clean Hands de 22 ans. C'est son 14e jour de course. Il commence déjà à être bien en forme depuis le début de la saison. Et enfin Florian Carpentier, le français de 21 ans qui complète ses 6 hommes de tête. Le peloton a laissé filer 6 minutes d'avance et derrière on va attendre que les kilomètres s'égrènent pour que l'on mette en route. Évidemment, quand le peloton se rapproche, devant, on essaye également de tirer son épingle du jeu et sous l'impulsion de Maël Guégan, cette échappée essaye de reprendre de la vie. Alors que derrière, on est
Voilà, première attaque dans le peloton. Il s'agit d'un coureur français, Jérémy Cabot, du team Total Energy. Celui qui a remporté Paris 3 en 2019 tente sa chance. Jérémy Cabot qui prend quelques longueurs d'avance sur le peloton où ça se regarde, on ne sait pas trop quoi faire. On voit un coureur du team Arkea qui se dit est-ce que je dois faire la jonction avec Jérémy Cabot? Est-ce que je dois laisser le français seul intercalé entre les deux groupes? On rappelle, un groupe de tête composé maintenant donc de 5 hommes. Ils étaient 6 au début, il y a eu une petite défection, ils ne sont plus que 5 à l'avant. Il y a, vous le voyez, eh bien, un écart réduit, puisque maintenant, alors qu'il reste 4 tours à parcourir, il y a une bonne trentaine de secondes d'avance sur un homme en contre, Jérémy Cabot, lancé dans une tentative en solitaire qui va essayer de faire la jonction sur ce quintet de tête, et derrière le peloton, et qui pointe lui à une quarantaine de secondes, un peloton où personne ne mène vraiment la chasse. On s'interroge du côté de la Groupama FDJ, on demande à Thierry Bricot peut-être, qui suit dans la voiture et qui connaît extrêmement bien le lieu puisqu'il est du coin, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle stratégie à adopter. Un peu plus de 40 secondes de retard et regardez, après un magnifique effort solitaire, Jérémy Cabot parvient à revenir sur le quintet de tête. Ils sont donc de nouveau 6 à l'avant. Derrière, ça réagit avec un coureur justement de Arkea Samsic qui tente de partir en contre. Jérémy Cabot a donné des idées. C'est donc maintenant Arkea qui tente de mener la révolte. Jérémy Cabot, lui, il éprouve un peu le besoin de souffler après avoir fait un énorme effort pour recoller à l'échappée matinale. Il va se mettre dans les roues et repartir. Un nouveau passage dans cette côte de Saint-Fiacre. On rappelle une côte difficile pour Puncher avec des passages à plus de 15%. Jérémy Cabot est en forme. Les autres commencent à un peu accuser le coup, forcément. On a vu Maël Guégan courbé sur son vélo et qui essaye de rester dans la roue du coureur de Total Energy. Dans le peloton, on visse également avec les coureurs de la Groupama FDJ qui tentent une première sélection. Évidemment, les tours s'enchaînent, ça devient de plus en plus difficile. Et là, les coureurs de la Groupama FDJ tentent de forcer leur destin. Et derrière, on suit bien avec un Belge de la team baloise, un coureur de la Cofidis également. À la sortie de la côte, eh bien, il y en a un qui a encore un peu de jus. Et c'est un coureur du team Arkea Samsic, Ewen Kostiou, le jeune breton, qui tente de partir en contre également. Il y avait une première tentative d'un Arkea, et bien la deuxième semble être la bonne. Ewen Kostiou part seul à la poursuite du quintet de tête. Très en forme et très en vue dans ce début de saison, Ewen Kostiou, il était déjà à son avantage sur les routes italiennes du Trofeo Leigueglia. Et bien le voilà maintenant en contre sur cette classique Loire-Atlantique, 23e édition. Les écarts sont très serrés, un groupe de tête avec moins de 30 secondes d'avance. Ils sont 5, mais c'est de plus en plus difficile pour ceux qui sont partis dès les premiers kilomètres. Ewen Kostiou, un deuxième échelon de la course, et enfin le peloton derrière. On profite d'un nouveau passage dans cette côte de Saint-Fiacre pour voir les écarts. Ils ne sont plus que 4 en tête parce que c'est difficile pour le coureur de la team baloise. Toon Clean Hands qui ne parvient pas à suivre. Et c'est difficile aussi pour Ewen Kostiou qui ne parvient pas à créer l'écart et à faire le jump. Et derrière, eh bien on rentre avec le peloton qui est juste derrière Ewen et qui va même le reprendre. Il y a une petite trentaine de secondes seulement entre les hommes de tête et le peloton. Difficile de lire le scénario de cette 23e édition de la classique Loire-Atlantique. Et 4 hommes en tête avec toujours le pensionnaire du team Pirans qui ouvre la marche. Et derrière, et bien maintenant, c'est l'équipe AG2R Citroën qui se met en ordre de marche pour essayer de ramener le peloton sur le groupe de tête. Mais on rappelle, il y a 30 secondes toujours d'écart entre les deux groupes. Un peloton toujours fourni avec notamment en son sein bien certains sprinteurs. On pense à Axel Zinglet, on pense à Paul Penouette, on pense à Damien Touzé, Stanislaw Aniolkowski aussi, le Polonais qui a une bonne pointe de vitesse. Aaron Gate, même s'il est parti à l'abordage dès le début de la journée. Et AG2R Citroën décidé vraiment à tenter toutes leurs chances avec l'équipe quasiment au complet qui est à l'avant et qui travaille, pourquoi pas pour Paul Lapera qui était à son avantage ici l'an passé, il avait terminé 4e. Et toujours nos courageux à l'avant, Maël Guégan qui ne
relâche pas ses efforts, qui ne compte pas ses efforts, mais malheureusement eh bien c'est en vain. Vous le voyez, à 10 km de l'arrivée, le peloton sous l'impulsion des AG2R Citroën et qui parvient à refaire son retard et qui digère cette échappée matinale. Ils auront été valeureux, 140 km à l'avant pour la plupart d'entre eux, pour 3 d'entre eux, mais malheureusement c'est un petit peu court. AG2R qui accélère, on va essayer de faire la décision sûrement dans le dernier passage du mur de Saint-Fiacre. On y est maintenant dans quelques instants. Et AG2R qui décide de placer et de visser en tête. Un peloton toujours fourni, ils sont plus d'une 60aine à composer encore ce peloton. Les abords de ce mur de Saint-Fiacre avec un coureur de la Groupama FDJ qui arrive au sprint quasiment, des images saisissantes. Et ce mur avec des passages à 15% qui est monté à bloc avec un nouveau coureur de AG2R Citroën qui a fait travailler ses équipiers et qui va tenter de forcer le clou. Et c'est Paul Lapera qui vire en tête à l'issue de ce mur de Saint-Fiacre, suivi par 2 coureurs. Un coureur de la Cofidis Solutions Crédit et un coureur de la Groupama FDJ. Il s'agit de Anthony Perez et Lewis Aski. Juste derrière, c'est Laurent Pichon pour le team marqué à Samsic. Monté à bloc ce dernier passage dans le mur de Saint-Fiacre. Il reste 8 km à parcourir et 4 hommes se sont détachés en tête de course. On retrouve là donc Laurent Pichon, ancien vainqueur. Ici même, c'était en 2017. Il avait remporté également cette année-là la Coupe de France. Juste derrière lui, c'est Anthony Perez qui est le vainqueur sortant de cette classique Loire-Atlantique. Lewis Aski, il avait devancé Lewis Aski, justement, Anthony Perez l'an passé. Deuxième donc, Lewis, le coureur de la Groupama FDJ. Et enfin, Paul Lapera qui lui avait terminé 4e hier. Les hommes forts de cette classique sont à l'avant. Ils sont donc 4 en tête. Mais vous le voyez, le peloton est à leur trousse. Il n'y a quasiment rien entre les deux groupes. Aski, Perez, Pichon, Lapera face au peloton. Le bras de fer est engagé. Il reste maintenant 5 km à parcourir. Et il y a une petite douzaine de secondes d'avance pour le quatuor de tête. Très serré, scénario indécis pour cette classique Loire-Atlantique, avec un quatuor qui ouvre la route mais qui ne parvient pas à prendre énormément de champ sur le peloton. Et un peloton encore bien fourni avec des équipiers pour travailler, pour ramener les éventuels sprinteurs qui sont encore au sein de ce peloton. Vont-ils le faire, ces 4-là? C'est toute la question qui va nous animer dans cette fin de classique Loire-Atlantique. En tout cas, il y a de sacrés gaziers avec Lewis Aski que l'on avait vu également très à son avantage dans le dernier Paris-Roubaix, tout comme Laurent Pichon qui était entré dans le top 10 de ce dernier Paris-Roubaix. On est maintenant à moins de 2 km de l'arrivée. Et le quatuor qui possède toujours quelques petites secondes d'avance. Mais vous le voyez, le peloton travaille bien, le peloton est organisé derrière. Est-ce qu'ils vont réussir à les faire plier? Le match est lancé entre le quatuor de tête, Aski, Pichon, Perez et Lapera. Les 4 équipes World Tour sont présentes à l'avant. On ne s'est pas manqué du côté de la première division mondiale du cyclisme. Tout le monde est représenté dans ce petit groupe de tête. Laurent Pichon qui ne relâche pas ses efforts, mais derrière, eh bien, vous le voyez, le peloton est organisé. Ils sont juste là. Il y a maintenant moins de 5 secondes d'écart entre les hommes de tête et le peloton, alors que l'on arrive dans le dernier kilomètre. La flamme rouge bientôt qui va se présenter juste devant les coureurs. Et malheureusement, eh bien, on sent qu'il y a un peu de dépit dans ce groupe de tête. Ça y est, on commence à se regarder, on compte ses coups de pédale. Et évidemment, eh bien, le peloton qui revient juste derrière. Allez, Laurent Pichon quand même qui essaye de relancer. Oh, il n'y a rien entre les deux groupes. C'est très serré dans cette 23e édition de la classique Loire-Atlantique. Parti à 8 km après un énorme effort dans le mur de Saint-Fiacre. Ce quatuor possède toujours quelques longueurs d'avance sur le peloton, mais un peloton bien décidé à ce qu'il y ait une arrivée massive. Ah, Lapera qui vient de sauter un relais là, ça va un peu légèrement désorganiser le groupe et peut-être signifier sa fin. Ouais, le peloton bien organisé. 3 secondes d'écart seulement. Et la flamme rouge, justement, elle est là. Le dernier kilomètre. Mais malheureusement, pour le quatuor, eh bien, ils vont être repris. Finalement, ça va être un sprint dans les rues de la Foissière pour décider du sort de cette classique Loire-Atlantique. Et le bon travail de l'équipe Saint-Michel-Aubert. Et avec le sprint qui est lancé de très très loin par Axel Zinglet.
Au centre de l'écran, le coureur de la Cofidis qui compte 4 victoires professionnelles et qui fait son effort et qui remporte facilement cette classique Loire-Atlantique. Impressionnant, Axel Zingler qui vient régler le peloton au sprint. Trop fort, le Français qui s'impose aujourd'hui. Axel Zingler donc aura profité du bon travail de Anthony Perez pour aller récompenser cette équipe Cofidis qui aura roulé toute la journée et qui remporte donc le succès. C'est la première fois que je gagne sur un sprint un peu comme ça en descente, en cuvette. Et je sais que c'est un sprint technique, c'est la 3e année que je cours ici. Et donc Anthony m'avait expliqué, on en avait parlé avant la course, comme lui il a gagné l'an dernier, qu'il ne fallait pas avoir peur de lancer d'un peu loin pour prendre de la vitesse encore dans la petite cuvette. Et quand j'ai vu le panneau 300 mètres, j'ai pensé à lui et j'ai lancé. Et voilà, j'ai vu que je faisais la différence, donc je suis super content. Oh, y a du soulagement quand même parce que c'est vrai que quand on est protégé comme ça par l'équipe, on a envie de gagner, on a envie de montrer qu'on est capable. Et un leader qui fait tout le temps 2e, 3e, 5e, c'est un leader qui fait pas bien son job, quoi. Donc non, moi je suis un coureur qui aime lever les bras et c'est vrai que ça me manquait un peu cette année. Donc je suis content, on est en mars, première victoire, c'est bien. Je suis dans mes points de passage et j'espère que ça va continuer comme ça. 5e victoire professionnelle pour Zingler qui remporte cette victoire donc devant Laurence Pitty. Excellent début de saison pour le jeune coureur néo-zélandais de la Groupama FDJ. Et c'est Michael Zillard qui complète le podium, le néerlandais de l'équipe suisse Tudor Pro Cycling Team. Les accessites pour Paul Penouet, Colin Joyce ou encore Donovan Grondin. Je suis très heureux avec cette seconde place aujourd'hui. L'équipe a vraiment très bien travaillé. On avait pas mal de cartes à jouer dans le final, avec Lewis dans l'échappée. On espérait un bon résultat évidemment, parce qu'on savait qu'il était fort, surtout après la cote qu'il a faite pour terminer. Mais d'autres équipes étaient vraiment motivées pour pouvoir rentrer. Alors à 1 km de l'arrivée, je me suis mis devant, j'ai imprimé mon rythme pour essayer de gagner. Malheureusement, ça ne l'a pas fait, mais il y aura une autre chance demain. Au classement général de la Coupe de France, Axel Zingler rejoint Neilson Powless, l'Américain, vainqueur du Grand Prix d'ouverture de la Marseillaise. Et également, c'est Juan Sebastián Molano, le Colombien du team UAE, qui a lui remporté le Grand Prix de Denain. Un joli podium de jeunes coureurs venus d'horizons différents donc pour la photo finale de cette classique Loire-Atlantique.